Bonsoir et merci de recevoir en direct du plateau de la télévision Labari votre émission en contour. Depuis l'avènement de la démocratie multipartite dans notre pays, les régimes présidentiels et semi-présidentiels se sont succédés dans une espèce d'alternance qui ne dit pas son nom. Cependant, force est de reconnaître que les deux systèmes ont montré leurs limites avec à la clé une des instabilités institutionnelles et politiques suivies de coups d'État militaires. Alors, je vais être grossier peut-être, faut-il aller vers un régime communiste ou faut-il inventer un système politique qui est en adéquation avec nos réalités socio-culturelles et religieuses? C'est le sujet que l'émission Contour pose sur la table ce soir. Et pour voir les contours de cette question, nous avons sur ma droite, juste à côté de moi, M. Bana Ibrahim. M. Bana, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes activiste, je dirais aussi défenseur de la patrie et de la souveraineté. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission. Juste à côté de vous, M. Bana, nous avons Abdoulaye Aboubakar. Monsieur Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoro. Vous êtes secrétaire général section Niger du cadre d'action Niger debout Niger, un cadre aussi qui s'est illustré pour la défense de la patrie et de la souveraineté. Merci d'être là. Et enfin, nous avons un opérateur économique, même si ce soir, la question n'est pas de parler des prix des marchés. Monsieur Alaj Noubreva, bonsoir. Bonsoir, ça va. Voilà, votre présence se justifie parce qu'en tant qu'opérateur économique, vous avez besoin de stabilité pour aider à booster l'économie de notre pays. Merci de nous accorder votre temps également. Alors, Monsieur Bana, on a vu le Niger, je le disais tout à l'heure, a expérimenté les régimes présidentiels ou semi-présidentiels, ça n'a pas marché. Que faut-il plaindre, le système ou les hommes? Écoutez, je pense les deux. Les deux, vous savez, je dis ça à des occasions, c'est cette période dans laquelle nous sommes, elle doit nous pousser à poser certaines questions sur la pérennisation de mouvement qui a vu le jour le 26 juillet 2023. Une petite histoire, vous savez, après la conférence nationale, nous sommes rentrés dans une période de démocratisation intégrale, démocratie intégrale, et depuis 1990, 5 interruptions du processus démocratique. Donc cela doit nous pousser à nous poser des questions sur l'adéquation de cette forme de démocratie à nos pays. Et ce n'est pas qu'au Niger, vous prenez un peu partout, encore chez nous là, tout près Mali, Burkina, c'est également des éternels recommencements. Je pense que c'est pour un peu justifier que votre thème est aujourd'hui d'actualité, et je crois que tous les Nigériens doivent mettre à profit cette période pour qu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'il faut pour nos pays. Comme vous l'avez dit, on a expérimenté avec la Troisième République après 1990, le système semi-présidentiel. Avec la Quatrième République à partir de 1996, on a expérimenté le régime présidentiel ou présidentialiste, selon les analystes. Et après, avec la Sixième République également, on est revenu avec aussi le système semi-présidentiel. Et on a vu que cela n'a pas permis à notre pays de se stabiliser du point de vue politique. Et ailleurs en Afrique aussi, c'est le même constat qui se fait. Nous sommes obligés, à ce moment précis, de nous interroger sur qu'est-ce qu'il faut pour nos pays. En attendant, on va faire un peu la critique de ce qu'on a déjà connu. Oui, ce qu'on a connu. Je me demandais, entre les hommes, quelle a été la part du système et la part des hommes dans... Vous savez, en matière politique, les textes ne suffisent jamais, parce qu'il n'y a pas de texte parfait. Là où ça marche, il y a c'est-à-dire c'est un tandem entre des textes plus ou moins parfaits et des hommes plus ou moins parfaits, mais avec une mentalité différente de ce qu'il y a chez nous.
Et des garde-fous. Et des garde-fous. Les garde-fous, ce sont les textes. Mais les textes ne valent que par les hommes qui les appliquent. Et je crois qu'au Niger, on a plutôt péché par les hommes. Parce que les textes, ce sont les mêmes textes qui ont cours dans les autres pays, sur les autres continents, mais c'est les hommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui on doit se poser certaines questions, on reviendra là-dessus. D'accord, bien sûr, on va poser la question sous toutes ses formes. Alors, M. Aboubakar, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, le système ou les hommes? Bonsoir d'abord, chers téléspectateurs. D'abord, moi je dirais, quel système politique pour le nouveau Niger? Moi plutôt je dirais, quel nouveau homme pour ce pays? Parce que comme vient de le dire le frère Bana, ce n'est pas le texte qui constitue un problème, mais c'est plutôt les hommes. Parce que quelle qu'en soit la beauté d'un texte, si les hommes chargés de l'appliquer ne sont pas, entre guillemets, dignes, n'ont pas d'honneur, il est difficile que nous puissions aller de l'avant. On a expérimenté de 1960 à aujourd'hui, du régime semi-présidentiel au régime présidentiel, pour encore revenir au régime semi-présidentiel, même si ces types de régimes ont été importés. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Bana, ils ont presque échoué en Afrique en fait, francophone. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les textes en réalité. Moi, je vais m'appesantir ici vraiment sur les hommes. Mais ce qu'on voit, c'est que les hommes ont toujours utilisé ces textes justement pour parvenir à leur fin. Oui, ils ont toujours utilisé ces textes-là en leur faveur. Oui, ça veut dire que les textes ont quand même des insuffisances. Non, comme on dit, la nature humaine, elle n'est pas parfaite. Les textes, il peut pas être en fait parfait. Mais dans un jeu, il faut respecter les règles. Malheureusement, dans ces textes-là, les gouvernants, en majeure partie, n'ont jamais respecté les règles de ces textes-là. Voilà en fait le problème. Le problème se situe dans l'application des textes que nous nous sommes librement donnés. Vous savez, héros, il y a l'homme avant qu'il n'arrive au pouvoir et il y a l'homme quand il arrive au pouvoir. Ça fait deux personnes en ce moment. Il peut vous dire, il peut vous promettre vents et marées, merveilles avant qu'il n'arrive au pouvoir, en vous disant qu'il respectera les textes. Mais une fois au pouvoir, et nous l'avons vu, je vais prendre l'exemple de ces 12 dernières années, nous avons vu, les textes sont faits pour les autres, mais pas pour les gouvernants. Donc, alors que ces gens, entre parenthèses, avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, quand même, beaucoup de Nigériens les ont applaudis, parce qu'on disait d'eux les champions de l'application des textes. Mais une fois au pouvoir, ce n'est pas en réalité ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je remettrai toujours en cause les hommes chargés d'appliquer les lois et règlements de la République. D'accord, merci. On va revenir avec vous, M. Abdoulaye Aboubakar. Alors, nous, vraiment, des PDG, des établissements, nous, Market, je vais vous faire un peu la publicité. Vous êtes un observateur, je dirais, un observateur libre et indépendant, parce que vous n'êtes pas affilié politiquement. Alors, selon vous, toutes ces années, depuis la conférence nationale souveraine à aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Bon, pour moi, je vous remercie d'abord. Pour moi, vraiment, c'est la notion de démocratie même. Nos hommes politiques n'y croyaient même pas à cette formule de démocratie, à la démocratie même. Vous parlez des textes. Est-ce qu'ils connaissent les textes même? Maintenant, quand on prend les textes, est-ce que ça cadre à notre cadre de vie qu'on connaît? Parce qu'on est une société. Quand on nous importe quelque chose, ça veut dire qu'on ne se retrouve pas. En fait, c'est ça le grand problème. Et les gens qui sont chargés de faire la politique aussi, soit ils méconnaissent le texte, ou bien ils les utilisent à leur fin. C'est ça, en fait, la question. Maintenant, est-ce que c'est les gens qui ont failli, ou bien c'est les textes et le système qui est failli? Pour moi, c'est les deux. Parce que le système ne cadre pas avec notre société. Maintenant, c'est à nous de réfléchir quelle gouvernance on veut. Et on ne veut pas qu'on nous importe du n'importe quoi.
C'est ça en fait. Parce qu'il faut prendre la réalité de nos mœurs et coutumes. Tant qu'on ne fait pas ça là, on ne peut pas aller dans une démocratie. Moi, la notion de démocratie même, opposition, majorité, moi je ne suis pas dedans. Quand tu prends la définition de la démocratie, on ne dit jamais opposition, démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Il n'y a pas de distinguo. Donc, il faut que les gens travaillent en synergie, parce que tout le monde doit travailler pour le pays. Et non une opposition et quelqu'un qui est au pouvoir. Donc c'est ça la différence. Mais le problème c'est que la même démocratie là, elle marche ailleurs. On le voit. Est-ce que ça marche ailleurs? Par exemple, en France, si on prend, on a le régime semi-présidentiel. En France, c'est depuis quand ça marche? Ils ont commencé la démocratie depuis quand? Et nous, c'est en 90, non? Donc ça veut dire qu'il y a un écart. Donc on doit attendre des centaines d'années. Non, ce n'est pas des centaines d'années. En fait, le grand problème, c'est que, hier, ce que vous ne comprenez pas, nous, on a nos réalités socio-culturelles qui ne sont pas prises en compte dans le truc de la démocratie. Et on va faillir. Mais on fait voter le peuple qui choisit lui-même ses dirigeants quand même. Le peuple fait choisir ses dirigeants. Mais c'est des démocraties importées, c'est des règles importées. Et ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver. Même le vrai politicien ne se retrouve pas. Chaque fois, il y a des interprétations qui sont là. Alors que si on tenait compte de nos réalités, il ne doit pas y avoir ce problème-là. D'accord. Je précise que vous avez déjà proposé un système politique que nous allons découvrir avec vous et qui est déjà passé sur nos antennes ici à la télévision Labari. Alors, M. Bana, on vient à la question du jour. Quel système politique pour le Niger? Bon, en fait, avant de répondre à la question, si vous permettez, je vais faire un retour sur votre ancienne question. Vous savez, le problème de la démocratie, l'appréciation de pourquoi ça n'a pas marché, transcende ces deux questions de savoir c'est les hommes ou les textes. Parce que la démocratie invite aussi d'autres paramètres qui ne se retrouvent pas au Niger. Vous savez, tout à l'heure, par exemple, les contre-pouvoirs. La presse doit être un contre-pouvoir en matière démocratique. Le peuple, en opérant un choix éclairé, est un contre-pouvoir. Or, à quoi on assiste en Afrique et particulièrement au Niger? Lorsque vous avez un taux d'analphabétisation très élevé, les personnes n'ont pas accès même au programme des chefs d'État ou des partis politiques. Ils adhèrent aux partis politiques par affinité, soit clanique, ethnique, régionaliste. Il n'y a pas de choix éclairé. Dès lors qu'il n'y a pas de choix éclairé, ils ne connaissent pas les textes. Ils ne connaissent pas même les textes. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs devoirs. Donc, il est facile de les manipuler. Donc, quand vous prenez, à la différence des pays occidentaux, où le peuple constitue un contre-pouvoir véritable. Quand vous prenez l'exemple des États-Unis, la première constitution des États-Unis, elle date de 1776. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même constitution. Avec quelques amendements, une vingtaine d'amendements ou moins de 30 amendements jusqu'à aujourd'hui. 5 articles et une trentaine d'amendements. Et jusque-là, c'est la même constitution qui a justifié l'esclavage. C'est la même constitution qui a justifié la lutte contre l'esclavage. C'est la même constitution qui a justifié l'avortement, qui a justifié comment on appelle, la protection de la vie, etc., etc. Donc, vous voyez que ça ne dépend pas, c'est pas une question de texte, c'est une question de ce que les Anglais appellent le mind, l'état d'esprit. Quand vous avez un peuple éclairé, formé, éduqué, il est capable de comprendre quel est son intérêt et d'arrêter le pouvoir lorsque le pouvoir est autoritaire, lorsque le pouvoir ne correspond pas aux ambitions du peuple. Donc, ce sont des ingrédients qui ont permis la réussite de la démocratie ailleurs et qui n'ont pas été des préalables chez nous. On a fait par mimétisme, donc la démocratie, Bol, sommet de la Bol, Mitterrand rassemble les chefs d'État, il dit bon allez-y, faites la démocratie. Alors que on n'a pas compris, peut-être que c'était dans l'intérêt des Occidentaux, pas de notre propre intérêt. Aujourd'hui, on a compris que parce que ça n'a pas marché. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut
un système politique qui tienne compte des réalités de notre pays, de nos pays africains. Aujourd'hui, c'est quoi ce type de système? C'est un système pour moi qui allie à la fois les valeurs, certaines règles universelles de démocratie, comme par exemple le fait d'élire et de se faire élire, la justice, et certaines valeurs qui sont de chez nous. Comme quoi? Toutes les sociétés traditionnelles africaines sont construites autour de l'homme providentiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le roi ou l'empereur d'avant, en Afrique, il incarne l'unité d'abord de l'empire et du royaume. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du royaume, il fait corps avec chacun d'entre les habitants du royaume ou de l'empire. C'est une sorte d'autorité morale qui est au-dessus des querelles intestines et autres. Aujourd'hui, si vous prenez ce qui se fait en Angleterre, c'est l'une des plus vieilles démocraties au monde. On oublie de le préciser, mais aujourd'hui c'est un roi qui est l'autorité morale qui incarne l'unité. Personne ne va dire au roi, bon écoute, tu as fait un mandat de 5 ans, c'est fini là, tu quittes, quelqu'un vient. Nos sociétés ont été bâties. Aujourd'hui, prenez l'exemple, nous avons des chefs de village. Ils sont élus démocratiquement, selon dans les textes. Mais tu as vu une fois où on a dit, bon, chef de village, ton mandat a expiré, il faut partir? Non. Il faut, aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de l'Iran, l'ayatollah incarne, c'est un guide spirituel qui n'est pas impliqué dans la gestion directement, mais qui assure ou s'assure de l'unité de l'Iran, de la République islamique. Donc je pense que chez nous, il faut qu'on fasse une introspection. Vous pensez à quoi exactement? Je vous dis, moi, personnellement, c'est que je veux, pour moi, je rêve d'un régime présidentiel. Parce que je pense que nos pays africains, les régimes semi-présidentiels ne sont pas du tout adaptés à nos pays. Mais un régime présidentiel dans lequel il y a quand même à côté une autorité morale qui n'a rien à voir avec l'exécutif. Et qui est pour moi composé, qui peut être composé de la chefferie traditionnelle, des différentes congrégations religieuses, qui n'est pas, ce sont des gens qui sont nommés à vie, pour moi, ils ne sont pas votés. C'est pas comme le Sénat en Amérique où on dit, on vous donne, vous avez un mandat. Non, pour moi, il y a une assemblée qui incarne l'autorité morale du pays. Ce sont des personnes inamovibles, qui ont une prise en charge, c'est-à-dire un budget indépendant, qui ne dépend pas du bon vouloir de l'exécutif, et qui ont un pouvoir de recadrage des politiques. D'accord. On le voit, vous soutenez la chefferie traditionnelle, mais non, pas la chefferie je suis obligé un peu de vous rappeler que ces dernières années quand même, la chefferie traditionnelle est devenue quelque chose, en tout cas, de pas très appréciable. Non, pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, oui, pourquoi? Parce que dans nos textes, on a pris les textes coloniaux qui font de la chefferie traditionnelle des auxiliaires de l'administration. Vous ne pouvez pas un chef traditionnel qui incarne dans le pouvoir traditionnel l'autorité suprême, qui hérite de ce pouvoir ou qui le transmet de fils en père, et vous faites en même temps, vous le soumettez à l'autorité d'un simple préfet, d'un gouverneur. Est-ce que vous voyez parce que chez nous, l'acceptation, la tradition, l'acceptation du chef comme autorité morale fait en sorte que c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. Mais vous avez par exemple un Germain-Koy de Dosso dans lequel tous les Germains de la province de Dosso se retrouvent et qu'un gouverneur l'appelle pour le convoquer chez lui. Vous voyez, ça ne cadre pas. Donc je pense que ce qui a fait que les chefs traditionnels sont devenus des appendices des hommes politiques, c'est parce que on est parti sur comment on appelle ça, c'est le schéma
coloniale que nous avons continué à perpétuer, dont le but était de contrôler les peuples à travers un contrôle. Déjà, on ridiculise leur autorité ancestrale dans lesquelles ils croyaient avant. Aujourd'hui, vous allez voir un chef un sultan qui est commandé par un préfet. D'accord. Merci, on a compris. Monsieur Abdoulaye Boubacar, selon vous, quel système politique faut-il pour le Niger? Moi, honnêtement, je suis d'abord adepte du régime semi-présidentiel. Mais je reviendrai toujours sur les hommes et sur le respect des textes de la République, sur l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse, qui est quand même un contre-pouvoir, l'indépendance de la justice, que la justice elle-même, d'accord, nomme ses auxiliaires, procureurs, juges et autres, que le pouvoir exécutif ne nomme pas les juges à des postes, mais que le corps judiciaire lui-même, dans un mécanisme à lui, puisse élire ses pairs à des postes. Il n'y a pas le risque là-bas de voir la justice se corporatiriser, si vous me permettez l'expression, pour défendre seulement ses intérêts et laisser aussi... Non, pas du tout. On a vu le cas, on a vu le cas aujourd'hui, mais des États-Unis, où les procureurs sont libres. Les procureurs sont libres. Mais ici, si le procureur est nommé par le président de la République, vous conviendrez à travers le ministre de la Justice. À travers le ministre de la Justice, vous conviendrez avec moi qu'il va se soumettre à son autorité. Oui, on le dit que bon, le juge de parquet il est libre, non, mais il est libre juste dans les textes en réalité. Souvent c'est la chancellerie qui l'ordonne. Il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Donc moi je pense que, et je suis adepte du régime semi-présidentiel avec une assemblée comme contre-pouvoir. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, on l'a vu dernièrement. L'Assemblée était devenue quand même une chambre d'enregistrement. En fait, quel type d'assemblée et quel type d'hommes doivent siéger à cette assemblée? Comment faire? Comment faire? Et combien de partis? Parce que au Niger aujourd'hui, on est à 173 partis politiques. Vous conviendrez avec moi que les jeux des alliances se feront toujours. Aujourd'hui, les partis politiques sont suspendus. Demain, on lève la suspension. On se retrouvera avec d'autres encore partis politiques. C'est pour ça, moi, je pense que d'abord, il faut trouver un mécanisme pour réduire les partis politiques. Vous pensez à quoi? Je pense à une chose. Soumettre les partis politiques à un référendum. C'est-à-dire, nous avons 173 partis politiques au Niger. Qu'on dise que les 173 partis politiques seront soumis à un référendum dans lequel nous avons 8 régions du Niger. Si le parti politique n'a pas 5% des 5 régions de 8, tu es automatiquement dissous. Mais avant cela même, l'État qui est chargé d'organiser ce référendum-là doit avoir un budget. Et dans ce budget-là, tout parti politique participant doit donner sa quote-part. Parce qu'un parti politique, par définition, c'est une association qui vit aux dépens de ses militants. Donc, dès l'instant où le parti politique ne peut pas se prendre en charge dans la poche de ses militants, ce parti est dissous. Moi, je pense qu'il faut soumettre les 173 partis politiques nigériens à un référendum. D'accord, on continue. Maintenant, comment faire pour que l'Assemblée soit véritablement un contre-pouvoir? Pour que l'Assemblée soit véritablement un contre-pouvoir, il faut que les hommes chargés d'y siéger, les hommes qui doivent être élus, il faut d'abord changer le mode de scrutin. Qu'on ne laisse plus le parti politique désigner le représentant. Non. Je préfère un scrutin de liste qu'un scrutin à la proportionnelle. Où la Cour constitutionnelle dit que bon voilà, le parti politique X a 4 députés, c'est au parti de choisir qui va siéger. Qui va aller siéger. Non. Je pense qu'un député ne doit pas être national.
il doit d'abord être régional. Il doit être d'abord un député de sa circonscription parce que c'est de là-bas qu'il est élu. Dès l'instant où on dit qu'il est député national, il ne peut agir qu'à l'autorité de son parti. En réalité, ce qu'on a vu de 1991 à aujourd'hui, les députés obéissent à leur parti politique. Ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas d'éthique. On l'a vu quand même en 93, l'Assemblée était bien animée avec des députés vraiment jaloux de leur vision politique qui défendaient. Le débat politique était assez... Même sous la 5e République, on l'a vu, quand même l'Assemblée jouait son rôle. Non, je t'arrête ici. Même en 1993, quand on avait jusqu'au mois de la courte majorité, certes, on avait une bonne Assemblée. D'accord? Que j'ai apprécié. Mais ces gens-là, ces députés du moins, ils agissaient au nom de leur parti politique. Ce n'est pas au nom de l'intérêt général. Parce qu'ils ont toujours cette étiquette de député national. Alors que non, un député de la circonscription spéciale, de la circonscription de Niamey, doit agir au nom d'abord des électeurs qui l'ont élu. Oui, il doit se battre d'abord pour eux, pour faire passer des lois, des réformes, pour faire passer des réformes pour sa région et au-delà pour l'intérêt national. D'accord. C'est d'abord, en fait, en réalité, c'est d'abord ça. D'accord. Pour vous résumer, vous souhaitez que ça soit un peu décentralisé au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un peu ça l'idée. Bon, pas décentralisé, mais que le député soit un député régional. D'accord. Voilà. On a compris. Pas un député on va revenir avec vous. Alors là, nous, vraiment, on va vous donner un peu de temps pour nous expliquer le système politique que vous avez conçu et dont je parlais tout à l'heure. De quoi s'agit-il concrètement? Oui. Moi, je me dis que on a besoin d'un président de mission. Un président de mission, ça veut dire que, comme on dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Maintenant, c'est le peuple qui définit son programme. Et lui, il vient exécuter. Maintenant, comment le peuple va définir le programme? C'est à travers les députés. Ce sont des députés régionaux. Vous rejoignez, M. Aboubakar. Qui font un programme région par région et on fait une synthèse au niveau central pour faire sortir un programme national. Et le président, il est élu à un tour. Ça veut dire qu'il vient pour exécuter un programme du peuple, parce que la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui confie un programme au président pour exécuter, et non que lui, il va amener un programme pour l'imposer au peuple. Parce qu'il y a contradiction. Ça veut dire que c'est le peuple qui est majoritaire. Maintenant, quand on sort région par région, on fait une synthèse, on va trouver un programme national qu'on va soumettre au président de la République qui a été élu à scrutin à un seul tour. Donc, voilà moi ce que je vois. Maintenant, mais selon vous, il sera un représentant de régime présidentiel oui, on n'a pas besoin de régime présidentiel ou bien régime. Lui, il est élu scrutin à un seul tour. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de cohabitation. Il n'a pas. Lui, il a un programme qu'on lui soumet pour exécuter. Ça veut dire qu'il sera le seul comptable devant la nation. Mais quel rôle l'Assemblée nationale va jouer? Mais l'Assemblée, c'est ça qui tamise le programme à travers les députés. Ça veut dire que les députés seront des députés régionaux. Ils seront plus proches du peuple aussi. Ils seront obligés d'être plus proches du peuple pour faire sortir un programme cadre de la région. Ça veut dire qu'on a réglé un problème. Décision du pays. Ça veut dire que vous n'allez pas dire qu'on n'a pas pris votre région en compte. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas faire un bon programme, il faut vous plaindre à vous-même. Ça veut dire que la région va sanctionner les députés. Parce que c'est à eux d'être
au niveau du peuple, de la région. On a compris ça. Mais oui. Dans le cas, je prends un exemple concret. Hein, oui. Le président de la République et son gouvernement font oui. une loi de finances, oui. transmettent à l'Assemblée. Oui. Maintenant, de quel député dispose le président de la République et le gouvernement pour faire voter cette loi de finances? C'est que je suis en train de dire. Maintenant, quand ils font leur projet de loi de finances, maintenant c'est l'Assemblée nationale qui va faire voter cette loi de finances en tenant compte du programme. Est-ce que ça cadre? Parce que quand ils viennent en tant que députés régionaux. Maintenant, est-ce que la loi de finances proposée par le gouvernement et son président, est-ce que ça permet d'exécuter le programme? Parce que tout tourne autour du programme national. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que moi je vois dans le truc. Maintenant, la fonction du président. Maintenant, il y a un Sénat que nous on propose, un Sénat de 5 sénateurs par région, qui sont indépendants, ils ne sont pas politiques. Et on peut mettre 2 représentants de chefs traditionnels et 2 représentants de chefs religieux par région. Mais qui doit mettre? Attends, laisse-moi finir d'abord. Donc, c'est ce que je propose. Et maintenant, on peut compléter avec les anciens présidents de la République pour constituer ce qu'on appelle un Sénat. Maintenant, le Sénat, il est là pour veiller aux lois et règlements de la République. Maintenant, quand l'Assemblée nationale vote, ça vient au niveau du Sénat, c'est pour valider. Quand le Sénat valide, ça veut dire que ça devient exécutoire. D'accord. Selon votre système, comment se feront les contre-pouvoirs? Le contre-pouvoir, on doit avoir ce qu'on appelle une chambre d'évaluation qui est là pour évaluer le président de la République. Je rejoins Bana. Ça veut dire que le président de la République, s'il a une moyenne de 15, il peut continuer. Sur 20? Sur 20, il peut continuer. Ça veut dire qu'il est excellent. S'il trouve 18, il peut continuer. Parce qu'il y a... Sans limitation, on n'a pas besoin. Mais s'il a 9, il fait 1 an, on le dégage. Est-ce qu'on a besoin? Parce que ça permettez-moi déjà de soumettre cette proposition à l'appréciation de nos invités, M. Bana. Qu'en pensez-vous? Je pense à la fois pour celui de grand frère et lui, c'est qu'il faut quand même comprendre que la gouvernance obéit à il y a quelques systèmes. Tout à l'heure, il ne faut pas parfois confondre, par exemple, le système politique avec le mode de désignation des représentants. Le système politique, c'est cela quand on parle de régime présidentiel, semi-présidentiel, régime parlementaire, régime de monarchie constitutionnelle, etc. Maintenant, le mode de désignation des représentants, c'est quand on parle de système nominal, proportionnel, majoritaire à un tour, ainsi de suite. Ça, ce sont des systèmes de désignation. Ça n'a rien à voir avec le système politique. Maintenant, dans tout ce que j'ai entendu, je prends par exemple la proposition, quand il dit il est pour, à la fois il est pour un régime semi-présidentiel. C'est qu'il faut que quand même les téléspectateurs comprennent c'est quoi semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, c'est un régime dans lequel le pouvoir, le président de la République est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire le gouvernement est responsable devant... Voilà, le Premier ministre. Alors, le gouvernement. Non, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale qui peut le renverser à tout moment. Et dedans, quand vous êtes dans un régime semi-présidentiel, vous ne pouvez pas faire ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire limiter le nombre de partis politiques. Non, moi je dis. D'abord. Je finis d'abord. Après, vous aurez le temps. Vous ne pouvez pas limiter le nombre de partis parce que là, vous sortez d'une démocratie intégrale multipartisane. Non. J'arrive. Ok, vas-y. Ça, c'est un. Deuxièmement, même si vous les limitez, mais quid des nouveaux partis politiques? Si vous limitez ceux qui existent, vous dites des 171, on vient à 5. Il faut ramener à 5. Si c'est dans une démocratie, la première règle, c'est la liberté d'association. Donc j'ai le droit encore demain de créer un autre parti politique.
Et du point de vue de la démocratie, personne ne peut m'en empêcher. Oui. Donc, ça, ce sont les contradictions dans ce que nous sommes en train de vouloir porter. Si vous dites que vous limitez le nombre de partis politiques, vous le constitutionnalisez. C'est-à-dire, à partir de ce moment, il n'y a que 2 partis politiques, 3 partis politiques, 4 politiques. Donc ça, c'est contenu dans un texte. Mais tant que tu ne le mets pas dans une constitution, demain, Yero et nous vont créer notre parti parce que c'est leur droit. Et il n'a pas parlé des modalités de... C'est pour dire, pour qu'on comprenne. Ensuite, le régime présidentiel. Il est un régime dans lequel il y a une séparation nette des pouvoirs. Le président de la République n'est pas responsable, lui et son gouvernement ne sont pas responsables devant le Parlement. Et le président de la République non plus ne peut dissoudre l'Assemblée. Il n'a pas de pouvoir de dissolution. Or, dans l'autre, le président est responsable, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée et l'Assemblée et le président a le pouvoir de dissoudre. Donc, c'est ça les subtilités qu'il faut expliquer aux gens qui constituent la nature des systèmes politiques. Et c'est dedans qu'il faut choisir le meilleur qui soit en adéquation avec les réalités de l'Afrique. Et je répète encore, dans notre histoire, au vu de notre histoire, le régime qui s'approche le plus de nos réalités historiques dans les 2 systèmes, c'est le régime présidentiel. Mais on l'a essayé, ça n'a pas marché. Régime, non, nous n'avions pas en réalité essayé. Nous avions essayé, nous, quand on faisait, à l'époque, j'étais à l'université, il y a ce qu'on appelle un régime présidentialiste. C'est-à-dire, il veut être présidentiel, mais il n'est pas présidentiel. Donc, c'était le régime de Barré avec cette... Et puis, là aussi, encore, il faut partir sur l'origine des républiques. Il faut partir sur les piliers sur lesquels repose cette république. C'était là-bas, le véritable problème était là-bas. Parce que ce régime a été combattu par l'ensemble des partis politiques à l'époque. Et c'est ça qui a fini par provoquer son discours. Mais l'un de l'autre, c'est qu'il faut qu'on se pose la question. Tout à l'heure, dans ce qu'elle disait, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, des réalités auxquelles on ne peut pas se soustraire. Un député régional, ça n'existe pas un député régional. C'est un député dont le mode de désignation repose, par exemple, c'est ce qu'on appelle, c'est par circonscription électorale. C'est-à-dire, il y a un scrutin de liste, il y a le scrutin uninominal, c'est-à-dire, c'est majoritaire, à un tour ou à 2 tours. Dans une circonscription, il y a un poste à pourvoir. Tous les candidats, tous les partis ont un candidat. Le jour du vote, le candidat qui arrive en tête, il est élu député national, mais au titre de la circonscription régionale. Et il cesse d'être, parce que le propre d'un député, quand vous allez à l'Assemblée, dites que les députés représentent telle région, vous créez le risque dans des nations qui ne sont pas très fragiles, de créer ce qu'on appelle, ce contre quoi on lutte, le régionalisme. Donc, vous n'allez pas venir dans une assemblée. Et un président élu à un seul tour? Non. Le président élu à un seul tour, ce n'est pas mauvais. Parce qu'un président élu à un tour, c'est un peu plus proche, c'est un peu dans le système de régime présidentiel qu'on le trouve, la plupart du temps. Et là, c'est pas un problème. Puisqu'on a vu que dans un régime présidentiel, que le président soit élu à 1 ou 2 tours, ça lui donne une liberté d'action par rapport au nombre de partis politiques dans le pays. Parce qu'une fois que le président est élu, personne n'a un pouvoir de lui imposer quoi que ce soit. Puisque à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas le bloquer, donc vous ne pouvez pas constituer un handicap. Mais on risque aussi d'avoir un dictateur. Non, pas du tout. Vous savez, ce terme de dictature, tout à l'heure, vous avez parlé de... Il y a des régimes démocratiques dans lesquels il y a la dictature des magistrats. Par exemple, le gouvernement des juges, où c'est les magistrats qui sont forts. Il y a eu ça en France, en 4e République, où chaque matin, dès que les magistrats décident, on renverse le gouvernement. Et ça, ce sont des dictatures liées à la nature des humains. D'accord. On va prendre quelques réactions. Oui. En fait, c'est pour répondre vraiment à Bana. Moi, je dis, aujourd'hui, les partis sont suspendus. Je dis que... Et apparemment, le pays s'en porte mieux. Oui, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de division. Nous regardons aujourd'hui presque nous tous dans la même direction.
Donc je dis qu'aujourd'hui le Niger, avec nos capacités financières... Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Hein. Non. Ça au moins. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que pour le moment, il n'y a pas la démocratie est mise entre parenthèses. Ouais. C'est ce que je dis. Les partis sont suspendus, Bana. Aujourd'hui, avant qu'ils soient suspendus, on était à 173 ou à 172, c'est-à-dire partis politiques. Il y a des partis politiques, tu le sais, je le sais. C'est juste moi, ma femme et mes enfants. Même s'il y a cette liberté, d'association, c'est pas un parti politique dans la réalité. Et c'est pour cela, moi, je dis que il faut soumettre les partis politiques à un référendum. Tout parti politique qui n'a pas, je dis, 5% des 8 régions, 5% des 5 régions sur les 8 est dissous. Mais ça, on n'a pas besoin de référendum pour ça. Alors, il suffit d'aller à des élections et évaluer le résultat de chaque parti aux élections. Non, on va avancer. Moi, je pense que Bana, si on doit aller à des élections, l'État doit confectionner et les bulletins de 173 partis. Mais et le référendum alors? Donc d'autres sont inutiles. Et le référendum? Le référendum, je dis. Le référendum, je dis. Mais les gens sont 11 partis qui iront à référendum. Non. D'accord. On va avancer, M. Aboubakar. Selon vous, quelle critique sur le système proposé par nous, vraiment? Qu'en pensez-vous? Ce qu'a dit nous, Bourema. Bon, moi je suis en partie d'accord. Vous savez, moi je pense que le régime présidentiel, moi, je n'aime pas qu'on concentre le pouvoir de l'État dans la main d'un seul homme. Parce que il peut être monarque. C'est pas ce que c'est le système présidentiel. C'est pour ça que j'ai pris le soin d'expliquer. D'accord, on a compris. Le système présidentiel avec notre état d'esprit. Non, il faut que les gens se comprennent. Sinon, ça n'a pas de sens. On s'écoute. Hein. Bien sûr. Il y a notre état d'esprit. On va le laisser. Il y a notre état d'esprit. Oui. Parce que c'est ça le plus important. C'est notre état d'esprit. D'accord. Dans notre état d'esprit aujourd'hui, le régime présidentiel, mais c'est concentrer les pouvoirs dans la main d'un monarque. D'accord, on a compris ça. On va revenir à notre dernière question. En attendant, M. Noubrema, une réaction par rapport à ce qui a été dit. Oui, ce que Bana a dit, nous on ne dit pas que c'est pour l'élaboration du programme par région qu'ils deviennent députés régionaux. Mais quand ils viennent, on fait une synthèse au niveau central, ça veut dire qu'ils deviennent des députés nationaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça donne plus poids à aller chercher à élaborer un programme. Parce qu'il sera jugé dans la région par rapport au programme qu'ils vont faire sortir. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que la démarche? D'accord. D'accord. Maintenant, on va aborder la dernière question. En fait, tu nous importes ce qui nous a amené dans ce problème. Pas du tout. C'est ce que je comprends. C'est une démocratie. Mais on parle pas. Soit tu veux une démocratie, ou tu ne veux pas de la démocratie. Si tu ne veux pas de la démocratie, parce que le système que tu proposes, donne-lui un autre nom. Mais la démocratie a ses règles. La démocratie a ses règles. D'accord. Mais la démocratie, ils sont universels. Mais aussi, on a des valeurs. Aujourd'hui, je te prends un exemple. Le système des États-Unis, c'est un système politique présidentiel. En quoi tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Joe Biden? Alors qu'aujourd'hui, le Sénat est capable de l'empêcher. Le Sénat est capable de l'empêcher de soutenir, de continuer à soutenir l'Ukraine. Jusque-là, il n'arrive pas à trouver le budget nécessaire. Donc, en quoi tu veux dire que le système présidentiel concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un pays, alors qu'aujourd'hui la Cour suprême des États-Unis, je parle de nos pays. Non, je parle de nos pays. Il a parlé d'état d'esprit. Voilà, il a parlé d'état d'esprit. Alors, on va entamer la dernière question. Les États-Unis, la justice, elle est libre. La dernière question. On va entamer la dernière question de ce débat. Monsieur Noubrema, comment faire pour empêcher la perversion du système? Parce que vous l'avez tous dit ici, hein, quel que soit le système, c'est surtout les hommes qui posent problème. Alors, que faut-il faire pour que, une fois que nous aurons un nouveau système, ou même si c'est un des anciens systèmes qui est reconduit, comment faire pour protéger ce système de la perversion humaine? Bon, moi, ça dépend, parce que moi, on avait expérimenté presque tout.
C'est pourquoi moi je viens toujours à ce que j'ai dit. Ça veut dire que le président de la République, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a un contre-pouvoir qui est là, la Chambre. D'ailleurs, le programme même ne lui appartient pas. Le programme, c'est un programme du peuple qu'il faut constitutionnaliser. Ça veut dire que si on le constitutionnalise, ça veut dire que même toi-même, le président de la République, tu as besoin de tes gars qui sont chevronnés pour mettre en exécution ce programme-là. Parce que tu ne peux pas accepter mettre quelqu'un qui ne fait pas le travail, parce que tu es le seul comptable devant la nation. Et tu as un objectif, parce qu'on va t'évaluer par an. Donc, moi je crois que les PAC là vont disparaître. Et pour ça là, il nous faut des vrais inspecteurs qu'il faut constitutionnaliser. Une chambre d'inspecteurs qui vont veiller à ce que les institutions de l'État, comment ça s'appelle, les sociétés de l'État ne puissent pas être bradées. Et donc c'est une chambre qui est là permanente, qui va veiller sur la gestion de nos institutions. Ça veut dire que le président a et ils peuvent s'auto-saisir. Et ils ne sont pas à la coupe du président de la République. Et le président a besoin d'eux pour exécuter son programme. C'est ça en fait. Parce que tout le monde doit travailler pour le pays. Pour moi, c'est la démocratie là, on doit tous travailler pour le pays. Donc c'est un programme qu'on prend et puis on amène et puis voilà. Et concernant les hommes, comment faire? Par exemple, la chambre des inspecteurs dont vous parlez, il faut bien qu'elle soit animée par des hommes intègres, des inspecteurs très rigoureux et patriotes. Ça pose problème. Ça a posé problème dans tous les systèmes et même aujourd'hui ça continue. Non, ça ne pose pas problème. C'est des gens qui sont indépendants. Qui ne sont pas sous la coupe du président. D'accord. Ils ne sont pas pour la coupe du président, ça veut dire qu'ils peuvent s'auto-saisir. D'accord. Et le président a besoin d'eux. D'accord. Maintenant, même si je te nomme, je suis président, tu ne fais pas le travail, j'ai honte de t'enlever, mais je vais envoyer les trucs là devant. C'est pas moi, c'est toi qui as failli. D'accord. Ça veut dire qu'il a les mains libres, le président. Il ne va pas venir dire que non, les conditions ne sont pas et pour qu'il exécute le programme. Moi, comme ça, je vois. Monsieur Bana, le système semi-présidentiel nous donne un président irresponsable, entre guillemets, qui n'est pas responsable de la politique de la nation, ni devant l'Assemblée, ni devant le peuple. Semi-présidentiel, bien sûr, M. Bana. C'est le gouvernement, le Premier ministre qui répond de la gestion. Et c'est pour ça que souvent, même en cas de détournement, il est difficile de poursuivre le président de la République parce qu'il n'est pas responsable, il n'est pas comptable de la conduite de l'action gouvernementale. Bon. Alors, je vois que le système proposé par nous trouve quand même un début de solution à cela. Attendez, il faut qu'on s'entende. Oui. Un régime présidentiel, semi-présidentiel, le président, il est quand même, il est prévu qu'il puisse être des cas dans lesquels il puisse rendre compte devant l'Assemblée. En cas de haute trahison. Absolument. Voilà. En cas de haute trahison, il est quand même, il rencontre. Mais on parle de gestion économique, donc de gestion courante de la vie. Un système politique, c'est un tout. C'est un tout. Vous ne pouvez pas le réduire à la gestion économique. C'est un tout. Donc quand tu apprécies un système politique, il faut l'apprécier dans sa globalité. Tout à l'heure, dans ce que propose, il dit que le président ne rédige pas le programme. Sur quelle base il est élu alors? Si ce n'est pas lui qui fait son programme. C'est un président de mission, il doit travailler pour le pays. Ouais, mais il est élu sur quelle base? Oui, il est tout à fait. Il est élu sur quelle base? Non, je l'explique un peu. En fait, ce que Bana veut dire, généralement, les candidats proposent chacun un programme. Et c'est en fonction de ce programme-là que, théoriquement, que la personne est choisie. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Il va répondre. Non. Ensuite, je vous donne la parole. Non, ça devient... Non, on est dans le dernier tour de table, Bana. S'il vous plaît, monsieur Bana. C'est mon tour. Laisse-le finir. Il a le droit de réagir après. Oui, parce que les autres aussi,
les autres questions aussi lui soient adressées. D'accord, allez. Ça ne va pas faire un... Deuxième cas, quand il parle de constitutionnaliser un programme, on ne constitutionnalise pas un programme. Un programme, c'est une réponse à une situation donnée, temporelle, dans le temps. Si un problème d'éducation se pose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il y aura le même problème. C'est pas possible. Il va être posé. Donc, on ne peut pas constitutionnaliser un problème, un programme. D'accord. Ensuite, moi, je pense que l'ensemble, chacun des programmes, ce système politique qu'on prend, a des inconvénients et ses avantages. La question, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne repose pas, les travers qu'on a connus, ce n'est pas lié au système politique. C'est lié aux hommes qui animent ce système politique. Et à d'autres contextes que j'avais précisé tout à l'heure. Vous prenez n'importe lequel des systèmes politiques, qu'il soit le plus parfait, lorsque votre peuple n'a pas été éduqué, sensibilisé à ce qui est dans les textes, à comprendre, ils ne peuvent pas voter. Ils vont voter parce que nous, et de ma région, je vote pour lui. Parce que lui, il est de mon village, je vote pour lui. Parce qu'on ne lui a pas donné les armes pour faire le choix. Donc pour moi, le choix du système importe peu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais parlé d'homme présidentiel. Pour moi, dans ces périodes-là, il faut d'abord un homme qui a une vision de changer les choses dans ce pays, de changer les mentalités, de gouverner avec l'intégrité, avec honneur, dignité, avec ses valeurs, pour pouvoir changer les conditions de vie des Nigériens, pour les amener à un stade où ils peuvent comprendre la notion du choix politique, la notion du choix d'un homme et de son programme. Mais tant que ce n'est pas arrivé, quel que soit le système qu'on va prendre, c'est celui qui a l'argent qui va aller payer pour faire voter l'autre. Et pour ce que vous dites là, certains disent que la transition doit continuer jusqu'à 10 ans. Bien sûr, moi je suis partisan de prendre le temps pour arranger les choses et après remettre le pouvoir à un régime démocratiquement élu. Parce que dans les conditions actuelles, quel que soit le système qu'on prend, les choses, les dés seront pipés. Merci. Vous voulez réagir en quelques secondes? Oui. Tout à l'heure, Bana disait que les gens sont élus par rapport soit à leur ethnie, soit à leur région, soit ça veut dire que c'est déjà biaisé. C'est ça que je dis. Oui, c'est déjà biaisé, Bana. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Donc c'est déjà biaisé. Donc le président de la République, au lieu de venir, même le programme qu'il présente là, 98% des gens ne comprennent même pas ce qu'il présente. On est bien d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais comment il faut faire? Comment il faut faire? Oui, c'est ça que c'est pour l'amener à ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a un problème qui est là. Il faut résoudre le problème. Maintenant, le problème, comment faire pour le résoudre? Prendre quelqu'un. Hein? D'accord, en tout cas, oui, ça va. C'est ça le grand problème. Ça va prendre. Donc, voilà. Donc, on est de venir nous chanter son programme, que lui-même ne croit même pas à ça. Il va venir et il va nous faire du n'importe quoi. Donc, vaut mieux qu'on lui soumette un programme et puis voilà. Un agent d'exécution. Oui, voilà. Bon, vous voyez, en fait, je rejoins Bana, parce que, quelle qu'en soit la beauté des textes, quel qu'en soit le type de régime, si les hommes, parce qu'il faut insister là-dessus, c'est important. Parce qu'il faut faire la différence entre l'homme politique et l'homme d'État. On a besoin d'hommes d'État. Celui qui met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Sa personne importe peu. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui au Niger. Et comment faire pour l'avoir? C'est ça la question. Comment faire pour l'avoir? Et je pense que on ne peut pas être tous mauvais. On ne peut pas être tous mauvais. Le choix des hommes dépend d'abord des corporations qui vont les proposer. Dépend des corporations qui vont les proposer à la haute fonction de chef d'État dans le futur. Nous avons vu presque tous nos hommes politiques, mais très peu sont des hommes d'État.
Très peu sont des hommes d'État. Sur les 12 ans et demi qu'on a été gouverné, on a été gouverné par des hommes politiques, pas par des hommes d'État. Voilà pourquoi on a échoué. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils mettent les intérêts du pays en avant. Donc, nous sommes obligés de croire en eux. Je parle et du CNSP et de son gouvernement. D'accord. En conclusion, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les crises institutionnelles pour le Niger de demain? Ce qu'il faut faire, c'est changer nos mentalités. Comment? Comment? D'abord, en faisant violence sur nous-mêmes et en inculquant à nos enfants, à nos frères et sœurs, que seul l'intérêt du Niger prime. Pas l'intérêt, pas moi, mon intérêt en tant qu'Abdoulaye. Non. Plutôt, je dois mettre l'intérêt supérieur de la nation au devant. C'est ça le plus important. Tant que chacun de nous ne mettra pas d'abord l'intérêt supérieur de la nation au devant, nous serons toujours à la case de départ. Ça, je suis formel. D'accord. Oui. Le plus important, c'est mettre en avant qu'est-ce que moi je dois donner à mon pays, mais pas ce que le pays doit me donner. C'est là où je dis, il nous faut des hommes d'État pour nous diriger, pas des hommes politiques. D'accord. Merci Aboubacar, Abdoulaye Aboubacar. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais venir avec vous. Juste avec Bana, on va conclure. On est en train de conclure, c'est la fin du débat. Monsieur Bana, en conclusion, que faut-il faire? Écoutez, moi, c'est que aujourd'hui, le peuple nigérien a décidé de prendre en charge son indépendance et sa souveraineté. Et il continue à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il y a nécessité de préserver et de pérenniser ce soutien populaire. Et ce soutien populaire, il peut être pérennisé par plusieurs actions combinées. D'abord, il faut qu'il y ait une vision et une volonté politique claire. Qu'est-ce que le CNSP veut pour le Niger, pour le peuple nigérien, et dans quelle perspective, dans combien de temps? C'est un. Deuxièmement, il faut que nous, le peuple nigérien, nous comprenions que les mentalités, ce qui s'est passé, ça doit changer. Aujourd'hui, si je critique Yero, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec lui en tant que Yero, personne, parce qu'il est de telle région, de telle ethnie ou de quoi. C'est parce que ces actions qu'il pose sont en porte-à-faux avec les intérêts de tous. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut que ce qu'on a dit tout à l'heure là, c'est-à-dire l'intégrité, que quand tu sors de chez toi, en posant tel acte, que tu te dises que tu es le père de quelqu'un et que si tu reviens, tu dois porter moralement le poids de ton action devant ta progéniture. Qu'on cultive l'excellence et qu'on bannisse la médiocrité. Et qu'on prenne surtout le temps qu'il faut. Et je l'ai dit, même les Français là que vous avez vus, on a chassé. Si on fait une courte transition de 2 ans, ils vont revenir. 1 an, ils vont revenir ici. Ils vont revenir. Tous, d'ailleurs, ils vont revenir plus fort parce qu'à ce moment, ils vont corriger les erreurs qu'ils ont commises avant et qui a entraîné leur départ. En ce moment, vous allez voir, même à la mairie, ce sera un Français. Donc, prenons le temps d'asseoir, d'améliorer déjà aujourd'hui les secteurs sociaux de base. Que dans ces pays-là, les gens partent à l'école. Que tout le monde ait accès à des soins de santé primaires, de base. Que les routes, qu'il y ait assez de routes, que tous les Nigériens mangent à leur faim. Parce que ce n'est pas de la démocratie dont les Nigériens ont besoin. La démocratie, c'est un moyen de permettre l'épanouissement des gens. Ce n'est pas la démocratie, on ne veut pas la démocratie pour la manger. On veut la démocratie parce qu'on estime que c'est ce régime-là qui nous permet d'assurer l'autosuffisance alimentaire, d'avoir une école de qualité, santé, d'avoir des routes, d'avoir... La transparence. La transparence de la gestion, les libertés. Tout ça, ça doit concourir à l'amélioration des conditions. Améliorons les conditions de vie et après, on pourra remettre le pouvoir, même si c'est à un âne,
il pourra conduire les choses. Vous savez, il y a un exemple, des exemples en Afrique. Le Ghana est un exemple parfait. Parfait. Quand Jerry John Rawlings a pris le pouvoir, il a d'abord fait un coup d'État, il a remis le pouvoir aux civils. Au bout de quelques mois, 3 ou 4 mois. 6 mois. Non, oui, à peu près moins de 6 mois, il a déjà fini les élections. Après, il est parti s'asseoir, il a vu qu'on est revenu à la case de départ, il a dit, bon, maintenant je prends. Il a fait 11 ans, je crois, sans faire d'élection. Il a relevé les différents indicateurs du pays. Et aujourd'hui encore, ce sont les bienfaits de sa gestion qui continuent à faire du Ghana une nation avec laquelle on compte. D'accord, vous conseillez à Tchani la même chose? Moi, je dis qu'il faut un homme providentiel, de prendre le temps de baliser le terrain et de relever ce qui a été courbé. D'accord. Parce que si on ne le fait pas, on court le risque de revenir à la même situation et de revenir encore dans les mêmes travers. Merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci Bala Ibrahim, activiste, défenseur de la patrie et de la souveraineté. On termine avec vous, monsieur Nou Brema. Oui. En conclusion. En conclusion, bon, je reviens à lui qui dit que des fois c'est les hommes providentiels qu'on ne trouve pas. Mais si on ne trouve pas des hommes providentiels, il faut les soumettre à un programme et puis on les évalue et puis c'est tout, le problème est réglé. Ça veut dire qu'on Vous pouvez transformer le Niger en entreprise. Là, en réalité, c'est juste objectif. En termes, en fait, qu'est-ce que je dois gagner? D'accord. Monsieur Nou Brema, pour le CNSP, moi, je suis pour une transition vraiment... je ne suis pas pour une transition courte. Moi, je crois qu'on doit se retrouver pour vraiment définir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché au Niger et vraiment une ligne de conduite pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai entendu que les ministres on les a donné des cahiers de charges et tout ça là. Mais est-ce que nous on est en connaissance de ces cahiers de charges? Pour le moment, non. Ça veut dire que nous on ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Normalement, on doit publier. Par rapport à ça, ça veut dire que la population a son mot à dire. Si un ministre est en train de faillir ou bien n'est pas en train de faillir. C'est ça le grand problème. Vous ne pouvez pas soumettre des cahiers de charges à des gens et ça devient confidentiel. D'accord. On a compris, là c'est un problème de communication. Voilà. Alors merci à vous Elhaj Nou Brema, vous êtes opérateur économique. Merci Bana Ibrahim, activiste. Merci Abdoulaye Aboubakar, vous êtes SG Niger du cadre d'action Debout Niger Debout. Merci à vous également qui nous avez suivis depuis chez vous ou ailleurs. C'est la fin de cette émission Contour sur la télévision Labari. On se retrouve prochainement pour un thème qui sera probablement consacré à la durée de la transition. Inch'Allah. À très bientôt. Merci.